Merci, mes chers amis, d'avoir passé près de 2 heures à travailler, à écouter. Sans doute beaucoup de questions n'ont pas pu encore être posées par vous, mais faites-les-moi parvenir, des questions ou des témoignages ou des inspirations profondes. Je veux faire en effet de la France le pays de l'excellence environnementale, non seulement parce que nous n'avons pas le choix, je l'ai dit tout à l'heure, il nous reste 10 ans pour agir, ou alors ce sera trop tard. Et moi je veux que notre génération relève ce défi et puisse transmettre aux générations futures un monde en meilleure forme, en meilleure santé, en meilleur état que celui que nous avons reçu. C'est non seulement la condition de notre survie à nous-mêmes, on le voit avec les dérèglements climatiques qui font des dégâts considérables et des drames humains insupportables à l'échelle de la planète. Mais je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est là que se situent les principaux foyers des conflits et des guerres de demain. Alors nous avons chacun notre place à agir. Encore faut-il que la politique, que les lois, que les règlements, que les encouragements poussent les citoyens à aller dans cette direction. Et moi je crois que les Français ont toujours été en avance sur les responsables politiques sur ces questions. L'attention portée au cadre de vie, la sensibilité à la disparition d'un certain nombre d'espèces, le souci de donner une alimentation saine à ses enfants, les maladies respiratoires en particulier, qui sont en augmentation très très forte due à la pollution de l'air dans les villes, et puis la tristesse sur la disparition des paysages, sur la disparition des rivières, sur la disparition des mémoires de l'identité paysagère. Et puis enfin, ceux qui souffrent aussi dans leur profession, les petits agriculteurs qui font pourtant tant d'efforts et les éleveurs pour garder une agriculture vivante et qui pourtant sont pénalisés. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est aberrant, sont pénalisés lorsque eux-mêmes font l'effort de produire en protégeant ce bien public qu'est la nature. Et la protection de l'environnement est incompatible avec le libéralisme, avec la loi du marché. C'est totalement incompatible. Pourquoi ? Parce que le marché calcule à court terme. Par définition, il est prédateur des valeurs collectives. Lorsqu'on lui dit que l'eau est gratuite, que l'air est gratuit, que les sols sont gratuits parce qu'ils appartiennent à la collectivité. Donc toute entreprise ou toute activité humaine qui pollue l'eau, qui pollue l'air ou qui pollue les sols prélève un bien collectif et en fait une appropriation privée pour augmenter son propre profit aux dépens de l'intérêt général, parce qu'il fait quelque part une victime sur ce comportement. Et donc, il faut remettre les choses à l'endroit et faire en sorte que, dans le calcul du coût de toute activité économique, soit intégrée la valeur collective du bien public qu'est la protection de l'environnement. C'est le principe pollueur-payeur. Mais c'est encore mieux quand on ne pollue pas, c'est-à-dire c'est le principe de prévention. Et on l'a vu, il en faut du courage pour mettre en place la prévention. Et pourtant, c'est la seule façon, d'abord d'atteindre les objectifs du non-réchauffement climatique, c'est la seule façon de lutter contre les maladies en amont, y compris sur le cancer. Moi, je suis convaincue que la prévention sur les normes environnementales permettra de faire baisser le nombre de cancers dès lors que la thérapeutique ne fait que peu de progrès. Et puis enfin, c'est une question centrale d'égalité sociale. Parce que la dégradation de l'environnement, que ce soit l'alimentation, l'air, le bruit, frappe d'abord ceux qui ont le moins de revenus. Et inversement, quand on progresse sur l'environnement, par exemple quand on équipe les habitations et l'habitat social, comme c'était dit tout à l'heure, alors ça profite directement puisqu'il y a une baisse des charges. Donc la protection de l'environnement est aussi un progrès social et contribue à la lutte contre la vie chère, puisque l'énergie renouvelable est bien moins chère. Donc vous voyez qu'il y a une cohérence entre le développement économique, le progrès social et la protection de l'environnement.
C'est donc un enjeu majeur. Ce n'est pas quelque chose qui est accessoire. C'est quelque chose que je veux mettre, un impératif que je veux mettre au cœur du projet présidentiel. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je le dis. Je l'ai dit, la France doit être le pays de l'excellence environnementale. Nous avons pris trop de retard. Il y a eu trop de recul. Il y a aujourd'hui trop d'écart entre les discours et les actes. Et ceux qui nous promettent monts et merveilles dans le domaine de l'environnement, qu'ont-ils fait depuis 5 ans? Ils ont drastiquement diminué les aides aux associations. Ils ont supprimé tous les emplois jeunes qui aidaient les associations environnementales. Ils ont autorisé les entreprises à polluer davantage. Ils n'ont pas transcrit dans le droit français la prévention sur les OGM. Ils ont refusé d'inscrire dans la loi sur l'eau le principe pollueur-payeur. Et enfin, ils ont reculé devant toutes les réformes concernant l'agriculture et ils se sont refusés à rétablir, ne serait-ce que marginalement, un peu de justice entre les aides données à l'agriculture durable et celles massives données à l'agriculture intensive. Alors il faudra que cela change, parce que les citoyens dont vous êtes sont en avance et attendent que cela change profondément sur ces questions-là. Il est déjà tard et je ne voudrais pas être trop longue. Et surtout, je veux que ce débat puisse continuer sur mon site Désir d'avenir, sur lequel vous pouvez venir par courrier, par l'intermédiaire de vos élus qui sont ici présents, par l'intermédiaire des associations, parce que je crois que c'est dans un mouvement citoyen que les pouvoirs publics ont l'obligation d'avancer et peuvent rendre des comptes, et que les choses peuvent aller assez vite. Et qu'en plus, si la France fait des efforts, elle peut créer beaucoup d'emplois et d'activités dans le domaine de toutes les éco-activités et de toutes les éco-industries. Et quelques jours après que Nicolas Hulot ait annoncé qu'il ne serait pas candidat, je me suis engagée pour sa charte. Mais pour moi, ça n'est pas nouveau, cet engagement. Il date de 92, où j'étais ministre de l'Environnement. Et quand je vois aujourd'hui un certain nombre de choses, parfois les choses ont très peu bougé depuis 92. C'est dire l'urgence qu'il y a à agir. Et comme je m'y suis engagée vis-à-vis de lui, et je revendique le fait de reprendre ce flambeau, parce que je revendique la crédibilité de mon action dans ce domaine, des actions déjà conduites, les engagements et les combats déjà accomplis. Et comme je m'y suis engagée, la structure gouvernementale que je mettrai en place si je suis élue comprendra en effet un vice-premier ministre chargé du développement durable pour veiller justement à renverser les rapports de force. Et que chaque fois que le ministère de l'Industrie ou de l'Agriculture sera tenté de céder au lobby, il y aura un échelon gouvernemental qui imposera des arbitrages qui tiennent compte de la parole donnée, de la parole politique donnée et de l'excellence environnementale. Et puis je veux que les associations étendent leurs responsabilités par une réforme du Conseil économique et social qui intégrera un collège environnement, par le rôle joué par les associations de protection de l'environnement, je l'ai dit tout à l'heure, qui seront reconnues comme des véritables auxiliaires du service public, par l'intégration des associations de protection de l'environnement dans les comités d'entreprise. Et je réponds au passage à la question qui a été soulevée sur les maladies professionnelles. Voilà par exemple un des thèmes que je retiens ce soir et qui n'était pas dans les propositions que j'ai faites jusqu'à présent. Je dis cela pour démontrer l'utilité de ces débats. Et c'est vrai que la question des maladies professionnelles ou que la question de la réflexion sur le numerus clausus des médecins est une question que je n'avais pas encore intégrée dans mon projet présidentiel et que je vais intégrer dans la problématique environnementale parce que je pense que c'est une entrée en effet très importante et très intéressante. En ce qui concerne les relations entre la santé et l'environnement, je veux que les industriels soient non seulement sanctionnés s'ils ne respectent pas les normes et incités s'ils vont au-delà des normes imposées par les réglementations européennes qui, comme je le disais tout à l'heure, sont applicables dès mars 2007. Je veux également que nous mettions en place un programme national de réduction de l'usage des pesticides. Parce que là aussi, c'est très secret, c'est très difficile. Dans la propre région que je préside,
j'ai posé plusieurs fois la question, mais combien y a-t-il de déversements de pesticides dans les cours d'eau de la région, dans les sols? Personne ne dispose de ce chiffre. Et moi, je crois que pour bien agir, il faut avoir la transparence sur la réalité des choses, les bons chiffres sur ce qui existe, même si ça choque, même si ça perturbe, même si ça met en cause un certain nombre de comportements, parce que c'est dans le secret des chiffres que se trouve l'inaction politique. Et donc je veux qu'il y ait un programme national de réduction de l'usage des pesticides et donc la publication aussi de la densité des matières chimiques qui sont déversées dans les sols, pour tout type d'ailleurs d'activité, qu'elle soit agricole ou industrielle. Enfin, la loi sur l'eau sera refondée, sera refaite. Je n'y insiste pas, je l'ai évoqué tout à l'heure, puisque le principe pollueur-payeur en a été quasiment retiré, et que Béatrice disait tout à l'heure que c'est finalement maintenant le principe pollueur-payé. C'est-à-dire on donne de l'argent aux gens pour les inciter à dépolluer, puis quand ils ne dépolluent pas, eh bien de toute façon le résultat n'est pas là. Enfin, il faudra réformer la fiscalité écologique. On l'a vu abondamment au cours de ce débat, que bien souvent la fiscalité va à rebours de ce qui est recherché. C'est-à-dire que tous les produits intègrent le coût de la dégradation de l'environnement. Et c'est pour ça aussi que si on le fait au niveau du transport par camion, c'est-à-dire que si les transports intègrent le coût de la dégradation de l'environnement, à condition que ça se fasse au niveau européen, pour qu'il n'y ait pas de délocalisation des entreprises de transport vers les camionneurs sous-payés de certains pays de l'Est de l'Europe. Il va falloir imposer au niveau européen une fiscalité des transports qui encourage le transport par le train et qui décourage le transport par camion, tout simplement parce qu'on aura calculé le coût collectif du transport par camion et qu'on ne laissera plus s'approprier des profits individuels en prélevant sur la dégradation de l'environnement. C'est un combat difficile qu'il faudra conduire, mais je pense que le contexte y est mûr, car à un moment où l'Europe est en panne, tout le monde recherche une façon de relancer l'Europe concrète, l'Europe par la preuve. Et je pense que si l'Europe arrive à adopter un programme environnemental ambitieux qui tient compte des angoisses et des inquiétudes des citoyens, et en particulier du lourd tribut payé par les riverains au transport par camion, sans parler des accidents de la route, alors je pense que l'Europe, à nouveau, fera la preuve de son utilité auprès des citoyens. Enfin, dans la fiscalité, il faudra aussi encourager, baisser fortement les TVA. On parlait tout à l'heure des véhicules les plus polluants et des biocarburants. Mais aujourd'hui, regardez, la voiture électrique n'existe toujours pas, ou alors elle est extrêmement chère. Donc le lobby pétrolier a quand même fait son ouvrage depuis 10 ans, parce qu'il est absolument incompréhensible qu'il n'y ait pas eu des recherches plus actives et sur les biocarburants qu'on sait fabriquer depuis 20 ans, et même depuis plus, puisqu'autrefois les agriculteurs mettaient du biocarburant dans leurs tracteurs. Et on commence seulement à remettre des presses à huile au colza dans les exploitations agricoles, alors qu'il y a 50 ans, ça se faisait. Vous vous rendez compte? Le rapport de force du lobby pétrolier, et puis à un moment aussi du pétrole qui était si peu cher. Donc il va falloir, à partir de la biomasse, valoriser à nouveau de nouvelles formes d'agriculture, développer les biocarburants, mais exiger aussi des constructeurs automobiles qu'ils investissent dans la recherche pour que les véhicules propres soient des véhicules peu chers, que ce soit les moins chers, qu'il y ait une voiture populaire qui roule au biocarburant ou qui roule à l'énergie solaire. Parce que les consommateurs sont très demandeurs. Et je suis convaincue qu'il y a là un marché fructueux et des créations d'emplois en plus à conquérir. Et que d'ailleurs, si la France ne se dépêche pas, d'autres pays nous dépasseront. Et en particulier, les Japonais investissent massivement dans la voiture propre. Or, c'est nous qui avons des marques connues dans le monde entier. Il est absolument incompréhensible que ces différentes marques ne se mettent pas ensemble pour investir ensemble dans la recherche d'un véhicule propre qui, en plus, pourrait être exporté. C'est-à-dire, il y a aussi là des conquêtes de marché très importantes au niveau de la planète et donc des enjeux considérables. Je rencontrais tout à l'heure les ouvriers d'une usine ici menacée qui produit des pièces pour Renault.
c'est quand même invraisemblable d'aller supprimer des emplois dans le secteur automobile et de la sous-traitance automobile, alors qu'il y a un enjeu mondial sur la mise au point d'une automobile propre et bon marché dont tous les pays aujourd'hui ont besoin. Et ne serait-ce que le marché chinois, où je me rendais récemment, qui sont aujourd'hui saturés par la voiture et par la pollution, et qui me disaient les industriels chinois, mais si on avait des coopérations avec les industriels français pour mettre au point le véhicule propre, mais vous auriez un marché d'exportation considérable, plus des partenariats industriels qui créeraient des emplois ici et qui créeraient des emplois des luttes contre les pollutions là-bas. Eh bien, demain, ce sera la puissance publique qui donnera une injonction aux entreprises dans leur propre intérêt et qui remettra à niveau la recherche pour faire en sorte que là aussi les discours correspondent aux actes et que la protection de l'environnement soit vraiment un levier du développement économique et de la création d'emplois. Les propositions concernant les agriculteurs, je n'y reviens pas, nous les avons évoquées au cours du débat. États généraux de l'agriculture, transformation et réforme des aides de la politique agricole commune, moratoire sur les OGM et ouverture d'un débat sur ce sujet. Et enfin, sur la question de la politique énergétique, qui est une des questions les plus urgentes, nous l'avons bien vu, je pense qu'il faudra d'abord lancer un plan national pour l'isolation des logements anciens. Savez-vous que 40% de l'énergie d'une habitation est dispersée à l'extérieur? Sur une unité de 100 consommée en énergie, il n'y en a que 60 utiles en moyenne, parce que ça va de 20 à 80, le gaspillage. Donc le chantier de l'isolation des bâtiments déjà construits est considérable. Et en plus, on peut le faire avec des biomatériaux. Je pense en particulier au chanvre, mais il y en a d'autres. C'est-à-dire qu'on peut lancer un chantier qui à la fois va créer, puisque c'est ce qui est évalué, si on lance un chantier sur 400 000 logements, on crée 100 000 emplois et en plus, on développe des filières industrielles, des biomatériaux qui donnent des débouchés à l'agriculture. Je veux dire, par là que souvent, on se rend compte que l'environnement, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'on améliore la qualité de vie, on crée des emplois et en plus, on produit des débouchés pour les productions agricoles et les productions locales. Sur les productions neuves, les constructions neuves, ça a été évoqué. Moi, je pense que plus aucun permis de construire ne doit être délivré s'il n'intègre pas les énergies renouvelables, y compris pour les logements sociaux, ce qui permet de diviser par 2 et même parfois par 3 le prix des charges locatives. Enfin, sur les économies d'énergie dans les transports, je l'ai évoqué, ainsi que le programme national de développement des énergies renouvelables. Il faut se fixer des objectifs, il faut avancer à marche forcée sur cette question-là. Et il faudra poser courageusement la question de l'énergie nucléaire. Sujet très tabou. Je m'en souviens quand j'étais ministre de l'Environnement. J'avais dit à EDF, si vous investissiez ne serait-ce que 10% de vos résultats dans les énergies renouvelables, mais ça n'a pas été fait, bien sûr. Le lobby nucléaire était fort, il l'est encore. Mais s'ils avaient fait ça, aujourd'hui la France serait le premier pays au monde pour les technologies des énergies renouvelables et aurait sans doute créé plusieurs centaines de milliers d'emplois, au lieu qu'aujourd'hui, il n'y a pas sur le territoire national une seule usine de fabrication des panneaux solaires, que tout est importé. Et donc, il va falloir rattraper absolument ce retard. Et je compterai sur les présidents de région qui sont chargés du développement économique pour faire en sorte que ce soit en France que l'on crée les emplois sur les fabrications de photovoltaïques, de matériel géothermique, d'énergie éolienne. Il y a une seule usine en France. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'être dépassés par l'Allemagne, par l'Espagne, par les continents émergents et que nous avons absolument notre place à prendre. Donc vous voyez, c'est faute d'avoir anticipé, souvent, que l'on est confronté à des problèmes. C'est faute d'être visionnaire, souvent, qu'ensuite on découvre qu'on a perdu des opportunités. Alors aujourd'hui, il faut être visionnaire et anticiper les choses sur la question nucléaire
et ne pas penser que nous n'avons pas à préparer l'après-pétrole sous prétexte que nous sommes une puissance nucléaire. La France ne pourra pas se passer de nucléaire, mais nous devons premièrement limiter la place du nucléaire dans la consommation énergétique pour bien penser que notre premier devoir, c'est les économies d'énergie, et donc en économisant l'énergie et en montant en puissance sur les énergies renouvelables, on doit baisser la part du nucléaire dans la consommation, parce qu'à partir du nucléaire, on sait aussi qu'il y a des risques de dissémination nucléaire, et on ne doit pas rentrer dans cette logique. On doit aussi prouver aux autres pays qui revendiquent le nucléaire civil pour pouvoir ensuite accéder au nucléaire militaire. Nous devons nous aussi prouver qu'on peut baisser la part du nucléaire et qu'il y a peut-être d'autres solutions. Que deuxièmement, le problème des déchets nucléaires n'est pas résolu. Et qu'aujourd'hui, on a des déchets radioactifs qui sont radioactifs pour plusieurs dizaines de milliers d'années et qu'on laisse sur nos sols ou qu'on va enfouir dans le sous-sol. Ce à quoi je suis totalement opposée. Parce qu'on les oubliera, ces déchets. Et donc je veux que la recherche se poursuive sur la question des déchets nucléaires. Et enfin, je pense qu'il faut avoir le courage de programmer une action d'extinction progressive des centrales les plus anciennes et les plus dangereuses. Je l'ai dit pour Fessenheim, ça a suscité des réactions. Eh bien, je maintiens ce que j'ai dit. Parce que c'est souvent quand le responsable politique manque de courage qu'il est ensuite confronté à des problèmes et à des difficultés. Alors on peut toujours se dire, oh ben c'est dans 10 ans, dans 15 ans, ça ne nous concerne pas. Mais si, ça nous concerne. L'environnement, c'est toujours à long terme. Et si l'on conçoit aujourd'hui l'extinction des centrales nucléaires les plus anciennes et donc qui deviendront les plus dangereuses, il faut le savoir, non seulement ça crée des emplois, parce qu'un démantèlement de centrales crée dans un premier temps des emplois, et du coup ça nous donne le temps d'anticiper la fermeture d'une centrale qui met en général 4 à 5 ans, donc qui ne supprime pas des emplois tout de suite, au contraire dans un premier temps on crée des emplois, mais au moins on maîtrise l'avenir et on peut en contrepartie former dès maintenant les salariés pour créer une industrie de substitution, par exemple des industries de construction des panneaux photovoltaïques, des industries de construction des éoliennes, des industries de construction des nouveaux matériaux et des nouvelles technologies qui ne manqueront pas d'être inventées. Le mouvement continue. Lorsque nous raisonnons aujourd'hui, nous ne raisonnons pas à recherche constante. Il va y avoir encore des progrès considérables sur les énergies renouvelables. Et moi, je ne veux pas que la France ferme les yeux. Je ne veux pas que la France se dise qu'elle a des tabous. Je veux que nous puissions anticiper. Car faute d'anticiper, on perd du potentiel. Et moi, je veux une France qui soit celle de l'excellence environnementale, celle qui a le courage d'anticiper, celle qui dit les choses telles qu'elles sont et qui ne se laisse pas intimider ou influencer sous le poids des habitudes de pensée, sur les poids des intérêts financiers, sous le poids de tel ou tel lobby ou de tel ou tel rapport de force. Ce que je veux mettre au cœur de tout et en avant de tout, c'est la protection des citoyens, de leur santé, de leur cadre de vie, de leur qualité de vie, de leur qualité alimentaire, de la façon de se déplacer aussi, de produire et d'habiter, pour qu'au bout du compte, on puisse à la fois régler ces problèmes de biodiversité, de protection de la planète, mais aussi ces questions si essentielles de protection de la santé au quotidien et de protection des enfants et de la génération. Céder au nucléaire militaire, nous devons nous aussi prouver qu'on peut baisser la part du nucléaire et qu'il y a peut-être d'autres solutions. Que deuxièmement, le problème des déchets nucléaires n'est pas résolu. Et qu'aujourd'hui, on a des déchets radioactifs qui sont radioactifs pour plusieurs dizaines de milliers d'années et qu'on laisse sur nos sols ou qu'on va enfouir dans le sous-sol. Ce à quoi je suis totalement opposée. Parce qu'on les oubliera, ces déchets. Et donc je veux que la recherche se poursuive sur la question des déchets nucléaires. Et enfin, je pense qu'il faut avoir le courage de programmer une action d'extinction progressive des centrales les plus anciennes et les plus dangereuses. Je l'ai dit pour Fessenheim,
Ça a suscité des réactions. Eh bien, je maintiens ce que j'ai dit. Parce que c'est souvent quand le responsable politique manque de courage qu'il est ensuite confronté à des problèmes et à des difficultés. Alors on peut toujours se dire, oh ben c'est dans 10 ans, dans 15 ans, ça ne nous concerne pas. Mais si, ça nous concerne. L'environnement, c'est toujours à long terme. Et si l'on conçoit aujourd'hui l'extinction des centrales nucléaires les plus anciennes et donc qui deviendront les plus dangereuses, il faut le savoir, non seulement ça crée des emplois, parce qu'un démantèlement de centrales crée dans un premier temps des emplois, et du coup ça nous donne le temps d'anticiper la fermeture d'une centrale qui met en général 4 à 5 ans, donc qui ne supprime pas des emplois tout de suite, au contraire dans un premier temps on crée des emplois, mais au moins on maîtrise l'avenir et on peut en contrepartie former dès maintenant les salariés pour créer une industrie de substitution, par exemple des industries de construction des panneaux photovoltaïques, des industries de construction des éoliennes, des industries de construction des nouveaux matériaux et des nouvelles technologies qui ne manqueront pas d'être inventées. Le mouvement continue. Lorsque nous raisonnons aujourd'hui, nous ne raisonnons pas à recherche constante. Il va y avoir encore des progrès considérables sur les énergies renouvelables. Et moi, je ne veux pas que la France ferme les yeux. Je ne veux pas que la France se dise qu'elle a des tabous. Je veux que nous puissions anticiper. Car faute d'anticiper, on perd du potentiel. Et moi, je veux une France qui soit celle de l'excellence environnementale, celle qui a le courage d'anticiper, celle qui dit les choses telles qu'elles sont et qui ne se laisse pas intimider ou influencer sous le poids des habitudes de pensée, sur les poids des intérêts financiers, sous le poids de tel ou tel lobby ou de tel ou tel rapport de force. Ce que je veux mettre au cœur de tout et en avant de tout, c'est la protection des citoyens, de leur santé, de leur cadre de vie, de leur qualité de vie, de leur qualité alimentaire, de la façon de se déplacer aussi, de produire et d'habiter, pour qu'au bout du compte, on puisse à la fois régler ces problèmes de biodiversité, de protection de la planète, mais aussi ces questions si essentielles de protection de la santé au quotidien et de protection des enfants et de la génération qui vient par rapport à la qualité de l'alimentation, par rapport à la qualité de l'air, à la qualité de l'eau, et par rapport aussi, et c'est une question à laquelle je réponds en passant, j'ai oublié d'y répondre tout à l'heure, par rapport aussi à la réduction des inégalités entre les pays riches et les pays pauvres. Car si nous imposons aux pays pauvres le mode de développement d'énergie fossile que nous avons adopté, mais nous les ferons courir à leur perte et donc à la nôtre. Et enfin, je terminerai sur la question sur les jeunes, parce qu'elle est liée d'une certaine façon, c'est-à-dire la vision, le regard que l'on porte sur une société, des valeurs que l'on porte aussi. Et quand vous parlez de la question des discriminations, on pourrait penser que c'est éloigné de la question environnementale, mais pas du tout. Je pense que c'est le même type d'éthique, c'est-à-dire toujours s'interroger au nom de quelles valeurs collectives nous avançons. Et moi, je veux dire à tous ces jeunes qui subissent ces discriminations et qui subissent un taux de chômage 2 fois plus important que pour les autres, même si le chômage touche tous les jeunes, hélas, aujourd'hui. Je veux leur dire que non seulement ils sont nos enfants, mais qu'ils sont notre chance. Et c'est insupportable que le potentiel des jeunes soit gaspillé, que cette énergie-là soit mise de côté, que ces discriminations nous font honte. Et je veux que tous les jeunes se sentent chez eux dans cette terre de France dont ils sont, et parce qu'ils sont français, vous avez eu raison de le rappeler. Et je ne veux plus que ces chances soient gaspillées. Je ne veux plus que l'on parle de Français de première, deuxième, troisième génération. Je l'ai dit souvent, je le redis parce que c'est une belle formule, comme s'il y avait des Français de souche et d'autres de branchage ou de feuillage. Non, tous ces jeunes sont Français. Et aujourd'hui, trop de jeunes sont gaspillés, d'où qu'ils viennent. Et notamment quand dans un milieu rural ou quand dans une cité populaire, un jeune diplômé est au chômage, eh bien, ce sont tous les enfants qui perdent le sens du goût à l'effort. Ils disent, le grand frère, la grande sœur, ils ont bien travaillé, ils ont un diplôme et ils se trouvent quand même au chômage.
Mais c'est destructeur, ça ronge une société. Et je me suis engagée à ce que les jeunes ne restent pas plus de 6 mois au chômage. Nous en avons la possibilité. Ce matin, j'ai réuni tous les présidents de région, puisque nous avons la responsabilité de l'emploi, de la formation professionnelle, et que l'État n'assume plus les siennes, qu'il a même supprimé les emplois jeunes, rendez-vous compte. Eh bien, nous allons les refaire sous forme d'emplois tremplins. Et nous allons donner de la formation professionnelle aux jeunes qui n'en ont pas. Et nous allons demander aux entreprises, en les aidant à assumer une forme de tutorat, de prendre des jeunes en apprentissage, rémunérés, que toutes les entreprises fassent un effort. C'est un mouvement de mobilisation nationale auquel j'appellerai les entreprises, parce que c'est aussi leur intérêt. Et si elles gaspillent les jeunes, alors qu'il y a déjà le taux de chômage le plus élevé pour les plus de 50 ans, donc on a déjà un travail considérable, notamment celui des femmes, qui sont brutalement licenciées des filières industrielles en perdition. On a déjà ce problème-là à régler. Donc si en plus on ne tend pas la main aux jeunes lorsqu'ils sortent de leur formation et lorsqu'ils ont envie de faire leurs preuves, mais alors c'est un pays qui va à la dérive. Et aujourd'hui la France va à la dérive parce qu'elle laisse trop de jeunes sur le carreau. Et donc moi je veux remettre la France debout dans ce que j'appelle l'ordre juste. Et un jeune qui a fait l'effort d'avoir une formation professionnelle, l'ordre juste, c'est de lui donner l'occasion de travailler, de faire ses preuves. Et à un jeune qui n'a pas de formation professionnelle, notre responsabilité, c'est de lui en donner une et qui corresponde bien aux besoins des entreprises. Et il n'est plus tolérable qu'il y ait d'un côté des entreprises qui ont besoin de salariés qui ne les trouvent pas, et de l'autre des jeunes qui aient des formations ou pas de formation qui ne correspondent pas aux besoins des entreprises. Il va falloir donc rapprocher tout cela pour que l'argent public soit bien dépensé et soit utilement dépensé. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que l'énergie que vous donnez par votre présence ici ce soir, par vos questions, celles qui ont été posées, celles qui ont été pas posées, mais que vous avez dans vos esprits, je les ai non pas entendues, mais je le sens par vos regards attentifs. Je voulais vous dire, comme le dit Bernard, que je n'ai pas de doute sur cette démarche que j'ai entreprise, ce temps passé à l'écoute, à la réflexion, au dialogue, à la préparation, parce qu'en plus ça me fait beaucoup travailler avant de venir vers vous dans ces débats. Donc j'approfondis, du coup j'apprends plein de choses aussi, j'approfondis tous ces sujets dont je viens parler, sur lesquels je viens échanger, pour être à la hauteur de votre attente et des questions qui me sont posées. Je ne viens pas comme cela, le nez au vent. Mais je viens en ayant beaucoup approfondi les choses et rencontré déjà beaucoup de spécialistes avant de venir vous voir. Et je vous remercie d'avoir apporté votre pierre ce soir à mon édifice, que vous votiez ou que vous ne votiez pas pour l'instant pour moi, parce que je pense qu'il y a une certaine diversité dans cette salle. Des personnes aussi qui sont venues voir. Eh bien, je veux rassembler le plus grand nombre de Français parce que je les aurai écoutés. Et quand je vais m'exprimer sur la vision que j'ai de la France, le désir d'avenir que je veux construire avec vous, je serai plus forte parce que l'écho de vos voix résonnera en moi. Et donc je sais que je devrais être à la hauteur du temps que vous avez pris, de la patience que vous avez eue, de la parole que vous avez exprimée. Et cette parole-là, elle va continuer à résonner en moi. Elle va me porter, elle va m'élever. Et c'est très important parce qu'avec votre parole, je veux élever la France. Merci ce soir de m'avoir fait franchir une nouvelle marche. Je vous dis à bientôt. J'ai envie avec vous de gagner pour la France en 2007.